Tous pensaient pouvoir partir en retraite dans le sud après toutes ces années de labeur dans le froid, mais tous sont prisonniers de leur misère. Vorkouta, goulag des temps modernes. La crise économique a remplacé les barbelés. Du jamais vu à Moscou. 200 mineurs investissent les abords de la Maison-Blanche, le siège du gouvernement russe. Cela fait 1 an qu'ils n'ont pas été payés. Après 4 mois de grève, ils reçoivent la promesse de toucher leur salaire. Confiants, ils reprennent le chemin de la mine, Vorkouta. Vorkouta, à 200 km au nord du cercle polaire, au cœur du désert blanc. À perte de vue, la toundra glacée. Aucune route ne mène à Vorkouta. Seul un train par jour relie cette ville du bout du monde à Moscou. À 1000 km à la ronde, aucune habitation. 180 000 personnes y survivent dans des conditions extrêmes, 10 mois d'hiver, quelques heures de lumière par jour et des températures qui atteignent moins 50 degrés. Leur raison d'habiter Vorkouta, le charbon. La mine de Severny, une des plus grandes d'Europe. 3500 gueules noires y travaillent dans les mêmes conditions qu'au début du siècle. 3500 mineurs qui attendent toujours du gouvernement russe qu'il remplisse ses promesses. Sacha était l'un des 200 grévistes de Moscou. Aujourd'hui, il a repris le travail. Vorkouta, quand je pense que je suis venu ici en 75 comme volontaire. Je suis venu pour l'argent, j'étais jeune. Comme beaucoup d'autres, Sacha est venu à Vorkouta à l'époque soviétique, lorsque travailler dans le Grand Nord permettait de toucher un salaire 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Il y a encore 2 ans, un mineur de fond pouvait gagner l'équivalent de 6 000 francs par mois, soit 5 fois le salaire moyen russe. Mais aujourd'hui, Vorkouta est moribonde. 5 mines sur 13 ont fermé en 3 ans, faute de rentabilité. Celles qui fonctionnent encore tournent au ralenti. Depuis 1 an, arrêt de travail et grève de la faim se multiplient. Une fois dans la mine, la première chose à laquelle je pense, c'est comment éviter que la mine me tue. Alors je prie pour qu'elle ne me tombe pas dessus. Après, je pense à combien on va me payer, quand est-ce qu'on va me payer, surtout, est-ce qu'on va me payer. Mais avant tout, je pense à comment rester en vie. À 600 mètres sous terre, la survie est devenue l'obsession de tous. Plusieurs dizaines de mineurs sont morts depuis le début de l'année. Des centaines d'autres ont été blessés dans des accidents du travail. Sans salaire, la faim au ventre, les hommes sont épuisés. Alors la tension se relâche, les normes de sécurité ne sont plus respectées. L'espérance de vie d'un mineur à Vorkouta est de 47 ans. Vous vous rendez compte, on travaille gratuitement. Il n'y a qu'en Russie qu'on voit cela. À l'époque soviétique, au moins, on touchait notre salaire. Aujourd'hui, en Russie, tout le pays travaille gratuitement. Et on ne sait même pas pour qui. Pour l'oncle Eltsine ou pour tel ou tel Premier ministre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on travaille. Mais pourquoi, ça c'est la question. À quoi ça sert? Symbole aujourd'hui de la faillite russe, les mineurs de Vorkouta étaient hier encore le symbole de l'édification radieuse du socialisme. C'était dans les années 50. Печорский угольный бассейн. 12 угольных шахт насчитывает сейчас комбинат Воркут-Уголь. К концу новых их будет в несколько раз больше. Elle est loin l'époque où le mineur était un héros, l'époque où on était fiers, où on chantait notre gloire. Au moins sous l'oncle Joe, comme vous l'appeliez vous en Occident, l'oncle Joe, c'est Joseph Staline. À l'époque du goulag, les déportés savaient pour combien de temps ils en avaient. Mais nous, on ne sait pas, on ne sait rien. Nous, on nous traite comme des esclaves, des bêtes de somme. On nous dit débrouillez-vous. Plus personne aujourd'hui n'a besoin de vous. Je ne sais plus en qui croire. En fait, aujourd'hui, je ne crois plus en personne. Sacha, comme tout le monde ici, a arrêté de croire au discours du pouvoir. Personne n'a oublié le grand show médiatique de Boris Yeltsin en juin 1996. À la veille du 2e tour des élections présidentielles,
le chef du Kremlin était descendu dans les mines de Vorkuta, entouré de ses ministres, multipliant les promesses. La recette avait fonctionné, 95% des habitants de la ville avaient voté Yeltsin. À la télé, ils disent qu'on nous a donné notre argent, mais c'est faux. On n'a rien reçu depuis des mois. Je vous donne ma parole, en tant que président, il va y avoir 133 milliards de roubles, rien que pour vous. Vous allez tous recevoir des congés payés. Mon ministre qui est ici avec moi dans la mine m'a confirmé qu'avec le décret que je vais signer aujourd'hui, chaque mineur aura des congés. Vous aurez tous vos salaires et vos enfants iront gratuitement en vacances dans le sud au bord de la mer Noire. Yeltsin, c'est un veau. Il a mis le pays à genoux. Notre cher président bien-aimé, c'est incroyable. Il va partout emprunter de l'argent, en Amérique, en France, au Japon. Mais nous, cet argent, on n'en voit jamais la couleur. Quand je remonte, je ne pense qu'à une chose. Comment je vais nourrir ma famille, mes enfants? Là, en ce moment, je peux y penser, mais au travail, j'évite. C'est ça le plus important. Avec quoi je vais pouvoir les nourrir? Ça y est, on est arrivé. Nourrir sa famille quand on n'a pas été payé depuis un an, quand pour tout salaire, on ne reçoit plus que le tarmazok, le casse-croûte du mineur. Autrefois, c'était un repas complet. Aujourd'hui, c'est ça, 2 morceaux de pain et un bout de saucisson souvent périmé. Le tarmazok, le mineur le mangeait à sa pause déjeuner. À présent, il le conserve précieusement pour le rapporter à ses enfants. Seul à ne pas porter le casque au milieu des gueules noires, Sergueï, un ancien mineur aujourd'hui en chômage technique. Il est le leader syndical de la mine. C'est lui qui a conduit les grévistes à Moscou. Pour la première fois depuis son retour de la capitale russe, Sergueï se rend à la mine. Il n'a rien obtenu, aucun salaire n'a été versé. Sergueï, dis-moi, qu'est-ce que tu as obtenu en 4 mois de grève? À quoi ça a servi? Tu sais, aujourd'hui ici, plus personne ne croit au syndicat. Plus personne. Tu veux dire que tu ne crois plus en ton propre syndicat? Non, je suis trop déçu. Tu es déçu, mais pourquoi? Écoute, un syndicat, c'est fait pour défendre mes intérêts. Tu les défends, toi? Tu sais bien que je les défends. Mais enfin, tu comprends qu'il y a certaines questions qui ne dépendent pas de moi, mais de là-haut, du gouvernement. Et que sans vous, sans votre soutien, je ne pourrais rien obtenir. Les hommes sont à bout et les syndicats dépassés. L'échec de la grève de Moscou a ôté le dernier espoir d'une vie meilleure. Difficile pour Sergueï de convaincre de son utilité. J'ai même plus d'argent pour le bus. Je suis obligé de faire 5 km à pied par mois 40 pour venir. Et nous, on ne vit que grâce à la retraite de mes beaux-parents. Moi, je crois que sans les armes, on n'arrivera à rien dans ce pays. En fait, j'aimerais qu'un type comme Pinochet vienne au pouvoir. Lui, au moins, il ferait le grand nettoyage de haut en bas. Mais enfin, Pinochet, il commencerait par tuer ceux qui le gênent au sommet. Mais ensuite, il s'en prendra à nous. Et on finirait tous dans des goulags. Il nous faut tout sauf un démocrate. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas une démocratie. Ils n'ont fait que piller le pays. Tout cet argent qui disparaît en Suisse ou ailleurs. En fait, les gens ne croient plus en rien, ni en la démocratie, ni même aux armes. On est perdus. On est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait supporter. Moi, je ne comprends pas ce qui peut motiver un homme qui a faim et qui a froid à aller au travail. Et tout ça sans salaire. Je ne le comprends pas. Vous savez, pour l'instant, le garde-fou, c'est le syndicat. Mais si le mur cède, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça deviendra incontrôlable. Aujourd'hui, tout le monde est à bout. Moi, je suis comme un punching ball, un simple punching ball. Disons que je prends les premiers coups de la crise sociale. Je suis le premier qu'ils viennent voir. Le premier qu'on va voir pour se plaindre, crier, pleurer, eh bien c'est moi.
C'est ça, je suis un punching ball. Mais quand je ne serai plus là. Leonid travaille à la mine depuis 30 ans. Il est né ici, à l'époque où Vorkouta n'était qu'un immense camp stalinien. Il est l'un des rares enfants de déportés à avoir survécu à l'enfer. Souvent, après le travail, il se rend au cimetière qui jouxte la mine. C'est là qu'en 1953, des dizaines de prisonniers politiques, ceux qu'on surnommait les Zecs, ont été fusillés pour avoir osé faire grève. Ce cimetière, c'est Leonid et d'autres mineurs qui l'ont restauré pour en faire un lieu du souvenir. C'est difficile d'exprimer par des mots ce que je ressens devant toutes les victimes innocentes qui sont enterrées ici. C'est terrible. Tous ces gens ne sont désignés que par un numéro, il n'y a même pas leur nom. Regardez, ce numéro était recouvert par la neige. Sous la terre de Vorkouta, il y aurait entre 500 000 et 1 million de morts. Dès 1931, après la découverte des premiers gisements de charbon, Staline y envoie des centaines de milliers de prisonniers politiques, une main-d'œuvre idéale pour exploiter le minerai noir dans des conditions climatiques infernales. Les Zecs construisent 2000 km de voies ferrées pour accéder aux mines du Nord. Avec 120 camps de travail, Vorkouta devient l'un des plus grands goulags de l'URSS, un des plus durs aussi. Aujourd'hui, on l'appelle la ville des cimetières. Quand ma mère a été libérée, on est rentré chez nous en Ukraine. Mais là-bas, tout le monde nous considérait comme des ennemis du peuple. Personne ne nous adressait la parole. Les gens avaient peur. Alors, on est revenu ici. Parce qu'ici, au moins, on était entre nous, entre ennemis du peuple. On est encore plusieurs centaines de rescapés du goulag à vivre ici. Et voilà, j'ai passé toute ma vie à Vorkouta. Vous savez, aujourd'hui, ici, tout me rappelle le goulag. C'est un nouveau goulag. La seule différence avec avant, c'est qu'il n'y a plus de miradors, de gardiens, ni de chiens. Mais comme à l'époque du goulag, les gens ici ne peuvent pas s'enfuir. Il n'y a tout simplement nulle part où aller. Ils n'ont même pas de quoi s'acheter un billet de train pour Moscou. Ici, on est oublié de tous. Vorkouta, goulag des temps modernes. La crise économique a remplacé les barbelés. Tous pensaient pouvoir partir en retraite dans le sud après toutes ces années de labeur dans le froid, mais tous sont prisonniers de leur misère. Cette année, les mineurs n'ont même pas eu droit aux 2 mois de congé obligatoires pour ceux qui travaillent dans le Grand Nord. Sur 180 000 habitants, 40 000 familles voudraient partir, mais l'État n'a plus les moyens de les reloger ailleurs, là où l'hiver ne dure pas 10 mois. Après 8 heures passées sous terre, Sacha, comme tous les autres, doit faire la queue au magasin de la mine, dans l'espoir de pouvoir rapporter quelque chose à manger chez lui. L'attente peut durer 3 heures. Faute d'argent liquide, personne ici ne va plus dans les magasins du centre-ville. En raison du climat, personne ne dispose du fameux potager qui permet à des millions de Russes de faire des réserves pour passer l'hiver. Alors on se nourrit du pain et du lait distribués par la mine en échange de coupons. Parfois, la mine paie en pommes de terre ou en boîtes de conserve, des produits qu'elle troque en échange de quelques tonnes de charbon. Vous voyez, notre seul argent, ce sont ces coupons, c'est ça. On en reçoit en moyenne 30 par mois. Ensuite, ils le déduisent de nos salaires. Donc en fait, quand je toucherai mon salaire, une fois qu'ils auront déduit tous les coupons, eh bien il ne me restera plus rien. Je me retrouverai à nouveau sans argent. C'est absurde. On est sans argent et on sera demain sans argent. On vit à crédit toute notre vie. Tous ces gens ici se sentent humiliés comme moi. Chez un bon fermier, le bétail vit mieux que nous. Lui, au moins, on le nourrit, on s'en occupe. Nous, on nous dit d'aller au diable, alors qu'on est déjà en enfer. C'est une honte de devoir faire la queue comme ça, c'est de l'humiliation pure et simple. Dans quel autre pays on voit des gens faire la queue, se bousculer pendant des heures pour un bout de pain et du lait? On ne voit ça qu'en Russie, c'est devenu une maison de fous. C'est horrible ce qui se passe ici. La mortalité infantile a explosé, les enfants s'évanouissent à l'école, ils ont faim. Et nos dirigeants, eux, ils s'achètent des dachas. Les directeurs de la mine, ils vont en vacances à l'étranger avec 3 valises pleines de dollars. Et nous, ici, on peut attendre 3 ans un salaire.
Et les gens supportent? Ils supportent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas se battre avec le gouvernement. Moi, je ne vais pas y aller seule, elle non plus. En fait, tout le monde a peur. Les gens ont peur de perdre leur travail, même s'il n'est pas payé. Combien de temps allez-vous tenir? Je ne sais pas. Je n'ai plus qu'à m'allonger et mourir. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est en vie. Demain, on ne sait pas. C'est ça notre vie en Russie aujourd'hui. Quand désarroi se conjugue avec désespoir. Ces derniers mois, les cas de suicide chez les mineurs se sont multipliés. Dans le quartier de Sacha, à quelques mètres de la mine, 500 personnes vivent coupées du monde. Le téléphone ne fonctionne plus, la ligne de bus pour le centre-ville a été supprimée, les maisons tombent en ruine. Voilà, c'est ici que je vis. Dans les mêmes baraques où vivaient les prisonniers du goulag. Ils nous les ont laissés en souvenir. Cinq familles de mineurs partagent ce baraquement. Sacha y habite depuis plus de 20 ans. Ici, c'est la pièce principale. Enfin, si on peut l'appeler comme ça. 2 canapés et une télévision qu'on a troquée. Elle ne marche plus. Des étagères, voilà, c'est ça, toute notre richesse. Ici, c'est la chambre des enfants. Elle est un petit peu en désordre aujourd'hui. Et puis là, dans ce KGB, c'est notre chambre. C'est là qu'on dort avec ma femme et mon fils. Les affaires, on essaie de les ranger comme on peut. Ici, c'est l'entrée. Et ici, c'est la cuisine. Quand il y a de la pluie, on met des casseroles pour récupérer l'eau. Et ça, c'est notre chauffage. Regardez dans quel état il est. Tous les tuyaux sont morts. Je n'arrête pas de les changer, mais pour cela, il faut de l'argent. Et je n'en ai plus, donc on va se retrouver sans chauffage en plein hiver. Déjà, on n'a plus d'eau chaude, alors que dehors, il fait moins 30. Là, c'est la baignoire. C'est moi qui l'ai installée. Avant, on avait une machine à laver, mais elle ne marche plus. Il est affamé. On n'a pas d'argent pour la nourriture. Et puis il faut payer pour la cantine, 56 roubles. Un génia, c'est ça. Mais on n'a même pas ça en poche. Non, c'est 60. Alors on leur fait une lettre pour dire qu'ils mangeraient à crédit. De toute façon, ils savent qu'ici, personne n'a d'argent. Les 32 000 mineurs de Vorkouta et leurs familles se demandent s'ils survivront à l'hiver, le plus froid depuis 30 ans. Déjà, les problèmes d'approvisionnement en nourriture guettent, on parle d'aide humanitaire. En ville, les magasins sont vides ou leurs produits inabordables. Situé dans la seule région russe sans agriculture, Vorkouta dépend entièrement des importations, alors les prix sont beaucoup plus élevés qu'à Moscou. Depuis la crise, ils ont été multipliés par 4. Regardez les prix, c'est l'horreur. En plus, ils vendent des fruits pourris, c'est une honte. On empoisonne les gens. En fait, les fruits pourris, c'est la seule chose qu'on peut se permettre d'acheter. À Vorkouta, les slogans staliniens à la gloire des mineurs continuent à orner les immeubles. Dernier vestige des années d'abondance, les monuments célèbrent le courage des vainqueurs de l'Arctique. Ici, tout le monde se souvient de l'Eldorado qu'était Vorkouta il y a encore 10 ans. En témoigne ce film de propagande des années Brejnev, censé attirer la main-d'œuvre dans la ville pionnière. Для маленьких жителей Воркуты Орск открыл специализированный магазин «Детский мир». На пороге Новый год. Много делается для улучшения культуры торговли. Здесь
Открытый доступ к товарам. L'État soviétique chérissait ses mineurs de fond et leurs familles, symbole de la réussite du prolétariat. Mais le paradis ouvrier n'est plus qu'un mirage. Toute la ville vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Cette année, avec l'effondrement du rouble, la mairie de la ville a dû prendre des mesures d'urgence. Pour la première fois, elle a ouvert un dépôt de vêtements d'occasion pour les distribuer gratuitement aux familles de mineurs. En quelques semaines, plus de 2000 personnes sont venues. Je ne sais pas comment ça peut continuer ainsi. Que va-t-on devenir? On va essayer de vivre, que faire d'autre? Avant, pour 5 roubles, je pouvais m'acheter du pain, du sucre, du beurre. Et moi, pour 5 roubles, je nourrissais ma famille. Et maintenant, quand je vois les prix dans les magasins, je tourne la tête et je m'en vais. Le saucisson, je n'arrive même plus à le regarder. Quant à la viande, n'en parlons pas. Ça fait des années qu'on n'en mange plus. Pourquoi croyez-vous que les commissariats de la ville sont pleins d'enfants de 10 ans? C'est parce que les gosses volent pour se nourrir. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont faim, c'est tout. On en est là. Si vous voulez le savoir, moi j'ai un fils de 21 ans qui est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a volé de la nourriture dans un kiosque. Ils lui ont donné 6 ans et demi. Tout ça pour un vol de quelques roubles. Dans le quartier où habite Sacha, la moitié de la population a été évacuée pour être relogée au centre-ville. Les uns après les autres, les magasins ont été fermés, puis détruits. Ici, avant, il y avait un coiffeur. Et là, il y avait un couturier qui faisait des costumes pour les hommes du village et des robes pour nos femmes. Ils ont tout brûlé. Là, il y avait une épicerie et maintenant, il ne reste plus qu'un petit kiosque qui vend de la vodka et du vin. Ils ont déjà brûlé la moitié du village, si ce n'est pas plus. Et ils vont tout brûler. Ce n'est même plus un village. Avant, il y avait une vraie vie ici. On se baladait, on riait, on se réunissait au club. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Maisons calcinées, mines abandonnées, une population prise au piège. À Vorkouta, on se demande si les autorités russes ne veulent pas tout simplement rayer la ville de la carte. Aujourd'hui, ce qui inquiète les mineurs, c'est de savoir si le gouvernement aura de l'argent pour les reloger ailleurs lorsque toutes les mines auront fermé. Sacha, qui ne croit plus à la grève et pas encore au choix des armes, se réfugie dans son rêve. Cette maison qui l'attend quelque part loin de Vorkouta. C'est là qu'on va s'installer, dans cette maison. C'est moi qui l'ai construite, et c'est dans le sud de la Russie. Là-bas, on vivra mieux. Je pourrai avoir un potager pour nourrir ma famille, parce qu'ici, rien ne pousse avec le froid. C'est une belle maison, 3 pièces, une grande véranda. Mais je n'ai pas pu finir les travaux, faute d'argent. Je ne pouvais plus faire les allers-retours là-bas pour la construire. Dans quelques mois, je prends ma retraite. Ils devront bien me donner mon argent, tout ce qu'ils me doivent. Ils sont obligés. Moi, je ne veux pas finir ici comme les retraités du village qui ont travaillé toute leur vie à la mine et qui aujourd'hui ramassent des bouteilles vides pour les échanger contre du pain. Qu'ils aillent tous au diable. Il faut partir d'ici. Le Nord, ça suffit. J'ai donné. Il est temps de vivre pour moi. Je ne suis pas si vieux, je vais avoir 45 ans. Je veux avoir une vraie vie. Lyosha et sa bande vivent dans une des zones les plus éloignées du centre, un ancien camp. Ici, comme dans le quartier de Sacha, tous les magasins ont fermé. Il y avait plusieurs milliers d'habitants, il n'en reste plus que 400. Ils devaient tous être relogés, mais la mairie n'a plus d'argent pour les évacuer. Quand ils ne traînent pas dans les rues de la ville fantôme, les jeunes se retrouvent dans un squat, un appartement récemment abandonné par une famille de mineurs. Quand on a 17 ans à Vorkouta, il n'y a rien à faire. Rien à faire à part essayer d'oublier qu'on y vit et boire de la vodka.
Ici, l'alcoolisme fait des ravages, particulièrement chez les jeunes, qui ont du mal à s'imaginer un avenir. Il faut partir d'ici le plus vite possible et se faire de l'argent quelque part en Russie. Mais en fait, c'est partout pareil. Là-bas aussi, t'es obligé de trafiquer pour t'en sortir. Dans tout le pays, ils ne versent plus les salaires. Alors t'as pas le choix, tu dois magouiller. Plus t'es proche de la mafia, mieux c'est pour toi. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il vaut mieux partir d'ici et aller étudier dans un institut technique. Anton, t'es fou ou quoi? Tu travailles depuis 1 an à la mine et t'as jamais touché ton salaire. Malgré tes diplômes supérieurs, tu finiras quand même sans salaire en vivant à crédit. Avec tes diplômes, t'auras un mal de crâne, c'est tout. Avec tes diplômes, tes médailles, tu finiras au bazar à vendre des bricoles pour pouvoir acheter du pain. Peut-être, mais si tu bosses avec la mafia, tu vivras aussi à crédit. Tu leur devras du fric. Ouais, mais au moins avec la mafia, tu te trouves un bon boulot et l'argent tombe. Où tu trouves un bon boulot aujourd'hui? Nulle part. Anton, ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est cette même mafia qui dirige le pays. Alors sans eux, t'es rien. À chaque fois que je vais aux toilettes, je la vois, cette ville dans la cuvette. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Vivre à Vorkouta, c'est déjà avoir un pied dans la tombe. Ici, t'es mort. Cette ville, c'est un cadavre. Ici, tu crèves. Partir le plus vite possible. Fuir avant que Vorkouta la maudite ne meure prisonnière du désert blanc, prisonnière de son passé soviétique et de la misère russe. Déjà, la toundra commence à reprendre ses droits.